Alors, je le disais, il y a une petite précision par rapport à hier. On sait un petit peu mieux où se trouvent les sous-marins nucléaires américains. Ils sont proches de la Russie. Je vous propose d'écouter Donald Trump qui était interviewé hier soir à la Maison-Blanche par le média Newsmax et qui évoque justement le positionnement de ces sous-marins nucléaires. Ils sont plus proches de la Russie, oui, ils sont plus proches de la Russie. Alors voilà, c'est assez laconique. Est-ce qu'on en sait plus de ce positionnement de sous-marins nucléaires et est-ce qu'on en sait plus sur quel sous-marin nucléaire, de quel sous-marin nucléaire s'agit-il? Je vous interroge d'abord, Arthur Königsberg. Oui, en vérité, effectivement, il faut faire la différence entre les déclarations ou les annonces de Trump, que ce soit sur son réseau Truth Social ou à la télévision. Il y a quand même une ambiguïté stratégique de la part à la fois de la Maison-Blanche et du Pentagone à garder sur ce sujet, sur le sujet de la dissuasion nucléaire américaine. Il y a cette annonce de Trump sur son réseau social d'envoi de 2 sous-marins nucléaires, sans qu'on sache trop lesquels, vers la Fédération de Russie pour répondre aux menaces de l'ancien président Medvedev. Mais on ne sait pas si ces sous-marins étaient déjà en réalité en mer. On ne sait pas réellement où ils se trouvent et il n'a aucun intérêt à donner une position exacte. Et en réalité, qu'ils soient proches de la Fédération de Russie ou très loin, les sous-marins américains sont capables de taper le territoire de la Fédération de Russie, n'importe où en mer. Donc, ça dépend lesquels quand même. Parce ça dépend lesquels. Effectivement, plusieurs sortes de sous-marins. Mais s'il y avait vraiment une menace nucléaire de la part des Russes sur les États-Unis, les Américains seraient capables de riposter de n'importe où. Même concernant les sous-marins. Non, d'attaque avec les Tomahawk, non, mais il ne s'agit pas de ça. Là, on parle de nucléaire. Donc, les Américains. Ils sont tous à propulsion nucléaire. Il y a peut-être aussi une ambiguïté sur. Oui, il y a une ambiguïté de toute façon. On ne sait pas quels sont les sous-marins auxquels fait allusion Donald Trump. Est-ce qu'on en sait plus, Caroline Tominet? Est-ce qu'il s'agit des fameux SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont ceux qui portent l'arme atomique, en fait? Je crois que les États-Unis en possèdent 14. C'est à peu près la même chose, je crois, côté russe. Et puis, il y a ceux qui sont de moindre envergure, quand même, moins puissants, moins dangereux, entre guillemets, enfin moins dangereux évidemment, on s'entend, ce sont les SNA, donc ceux dont on parlait, qui sont plutôt d'attaque, avec des missiles à bord. De quoi parle-t-on là? Est-ce qu'on a quand même une précision? Oui, il y a à peu près... il y a 4 à 5 sous-marins qui sont à travers le monde présents pour les États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un effet d'annonce, une communication par rapport à Medvedev qui est... en fait, vraiment diplomatiquement en dessous de Vladimir. Enfin, il est vice-président du Conseil de sécurité. Donc, il a un poste quand même important, mais enfin, il n'est pas au niveau de Vladimir Poutine. Et il y a une réaction nerveuse, en fait, de Donald Trump, qui répond directement à une agressivité voulue par Vladimir Poutine, qui contrôle évidemment les propos de Medvedev. Et donc, il y a une réaction épidermique qui ne devrait pas avoir lieu sur le sujet du nucléaire, qui est évidemment pas un sujet sur lequel on envoie un message sur les réseaux sociaux. Il continue, c'est complètement décalé, en fait. Et il y a sûrement un effet d'annonce sans qu'on doive paniquer, en fait. On ne sait même pas s'il y a des engins qui ont été reroutés. Donc, effectivement, il a la puissance nucléaire, mais il y a toute une procédure complexe avec des états-majors qui interviennent sur ce genre de sujet. Et ce n'est pas une réaction qui se fait par un message envoyé directement juste après une provocation. Donc, voilà, il y a un effet une volonté de montrer la force des États-Unis et effectivement les lanceurs d'engins permettent d'atteindre une cible, mais la cible encore faut-il qu'elle soit précise, donc tout ça, ça prend du temps et évidemment c'est contrôlé avec des niveaux hiérarchiques. Donc on n'en est pas loin de là, c'est plus une réaction épidermique à de la provocation et en fait à la limite il s'est fait avoir, voilà.
Il n'aurait pas dû réagir. Est-ce que vous pensez également, Malcolm Biga, que c'est juste une réaction, juste une réponse à cette provocation de l'ancien président russe Dimitri Medvedev, qui a effectivement tweeté sur ses réseaux, sur Telegram notamment, qui a provoqué et qui a brandi l'arme nucléaire en utilisant le terme de main morte, qui est en fait un instrument automatique de réplique nucléaire, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est juste ça, la réponse de Donald Trump, ou ça va quand même plus loin, ou c'est plus stratégique? Je pense que pour Donald Trump, c'est une question de posture. C'est vrai qu'on a bizarrement un Donald Trump qui s'attaque, on va dire peut-être au numéro 2, numéro 3 de la Russie et pas directement à Vladimir Poutine. Il est titillé sur les réseaux sociaux avec une provocation de Medvedev. D'ailleurs, il faut voir que ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que les deux s'aboient l'un contre l'autre en ligne. Et aujourd'hui, on a un Donald Trump qui répond par un tweet avec un déploiement nucléaire autour vers la Russie, on ne sait pas trop. Donc c'est assez bizarre d'avoir un Donald Trump qui finalement s'attaque au numéro 2. C'est assez bizarre d'avoir un Donald Trump qui propose des sanctions douanières secondaires contre la Russie. Et au final, on est légitime à se demander, mais Donald Trump, si finalement le président américain s'attaque toujours au numéro 2, s'attaque aux pays alliés, pourquoi il ne s'attaque pas directement au numéro 1, qui est Vladimir Poutine? C'est ça qui est un peu bizarre d'avoir un Donald Trump qui s'attaque à Medvedev aussi frontalement et finalement qui est peut-être un peu plus timide avec Vladimir Poutine qui est le président, le chef d'État de la Russie. Tous les deux avaient des propos plus tempérés ces dernières heures. C'est le cas notamment lors de l'interview à la Maison-Blanche. Là, on a déjà entendu un extrait sur Newsmax. C'était le cas également de Vladimir Poutine, dont on a vu des images assez étonnantes hier avec son homologue biélorusse. Alors, est-ce qu'il y a des langages différents suivant les personnalités ? C'est vrai que concernant Vladimir Poutine, je vous propose d'écouter sa toute récente interview à la Maison-Blanche, où on sent que Donald Trump est en fait extrêmement contrarié, extrêmement frustré, tout bonnement, que son homologue russe ne vienne pas à la table des négociations. Il a instauré son ultimatum. D'abord, c'était 50 jours, on s'en souvient, c'était mi-juillet. Maintenant, il a dit c'était 10 jours. Le compte à rebours est lancé et rien ne se passe. Les frappes russes continuent, redoublent même sur Kiev. On a parlé hier de plus de 30 morts et 150 blessés. Il y a même des répliques ce matin de drones ukrainiens sur la Russie. La guerre continue alors que Donald Trump essaye de, entre guillemets, parler de paix. Je vous propose d'écouter ce segment d'interview là, de Newsmax où on sent la frustration du président américain. C'est évidemment un dur à cuire, donc ça n'a pas changé. Mais je suis surpris. On a eu de nombreuses conversations intéressantes où on aurait pu mettre un terme à tout ça. Et soudain, les bombes ont commencé à pleuvoir. Voilà, les bombes qui commencent à pleuvoir. Et je parlais également de Vladimir Poutine qui adopte aussi, quand ça l'arrange, un ton plutôt modéré. Et c'était le cas hier lors de ce déplacement auprès d'Alexander Loukachenko. Écoutez-le, Vladimir Poutine. En ce qui concerne les déceptions de quiconque, toutes les déceptions proviennent d'attentes exagérées. Il s'agit d'une règle générale bien connue. Mais pour résoudre le problème de manière pacifique, il est nécessaire d'avoir des conversations approfondies et non en public. Et cela doit se faire calmement dans le silence du processus de négociation. C'est pourquoi nous avons proposé de créer les 3 groupes de travail sur les négociations que vous avez mentionnés. Voilà, donc on en entend une espèce de frustration de part et d'autre, de déception, et en même temps tout le monde parle de négociation. Est-ce qu'en ce moment il n'y a pas de la négociation quand même qui se passe, sachant que Steve Witkoff, l'émissaire américain, est en route pour Moscou? Caroline Tominet. Oui, je pense qu'il faut arrêter de parler de négociation. De toutes les façons, Vladimir Poutine ne souhaite pas faire un cessez-le-feu ou s'arrêter, à moins que le cessez-le-feu soit dans son intérêt lié à un événement spécifique en Russie. Donc, faut arrêter. Tout ça, c'est du blabla, en fait. Écoutez, c'est théâtral, voilà. On sait que bizarrement, Trump intervient quasiment chaque jour au niveau des médias. Il y a une manipulation des opinions publiques certaines. Il y a quand même eu des rapprochements forts depuis son élection, mais il est dans sa partie business avec les Russes depuis les années 80. Donc tout ça crée plus que des liens avec les oligarques
et le pouvoir. On est quand même dans des milieux mafieux, donc on peut quand même se poser quelques petites questions, sachant que depuis 6 mois, il ne se passe rien du tout. Koursk, comme vous le savez, a été pris par les Russes avec l'arrêt du renseignement américain. Donc les Ukrainiens étaient dans un brouillard complet. Après chaque intervention de Donald Trump, il y a des frappes massives, donc c'est une sorte quand même d'humiliation, avec aussi des interventions devant les oligarques russes où Vladimir Poutine dévalorise Trump et ses interventions, et il ne réagit pas. Donc s'il ne réagit pas, c'est qu'il ne peut pas, parce qu'on voit sa personnalité, il a quand même, il a un ego très important et n'a pas de retenue. Là, il a encore été provoqué, il a été testé. Et donc, il y a une réaction épidermique sur un sujet qui ne devrait pas rentrer dans des propos sur les réseaux sociaux. C'est pas possible à ces niveaux-là. Et il le provoque à nouveau, évidemment, quand il rencontre le président biélorusse. En lui disant, je reprends les termes, qu'il fallait, pour des négociations, agir calmement et dans le silence. Oui. Voilà. Donc, dans le silence. Est-ce qu'on peut dire que Vladimir Poutine se moque de plus en plus de Donald Trump ? Oui, on peut le dire, et Donald Trump le dit lui-même. Donald Trump le dit, il dit « Poutine me balade ». Poutine me balade. Parce qu'il faut reprendre le fil des relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis le retour du président américain à la Maison-Blanche le 20 janvier. Lorsque Donald Trump revient à la Maison-Blanche, sa première volonté affichée, c'est de normaliser les relations des États-Unis avec la Fédération de Russie, dans un but stratégique, enfin dans deux. Le premier était de reprendre des relations économiques normales entre les deux pays. Donald Trump voulait faire du business avec les Russes. Mais la vraie volonté stratégique affichée par l'administration américaine, c'était de détacher la Fédération de Russie de la Chine. Et pour ça, Donald Trump était prêt à une capitulation concrète de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il était prêt à revenir sur la reconnaissance à la fois de la Crimée, sur les 4 oblasts annexés constitutionnellement et en partie militairement par la Fédération de Russie. Il était prêt à s'engager sur un engagement, une non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, sur une démilitarisation de l'Ukraine, et même il contestait la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de son régime démocratique. Donc, il reprenait tout le narratif du Kremlin sur l'Ukraine dans le but d'amener Vladimir Poutine, en réalité, à la table des négociations, et Vladimir Poutine lui a tordu le bras. Vladimir Poutine lui a tordu le bras, et cette administration américaine et Donald Trump se rendent compte que depuis le 20 janvier, en réalité, les bombardements et les frappes sur l'Ukraine se multiplient, atteignent des niveaux records, comme il y a 2 jours, lorsqu'à Kiev, 31 civils sont tués, dont 5 enfants, un enfant de 2 ans, un enfant de 6 ans. Et c'est ça la vraie réponse de Vladimir Poutine à Donald Trump. Elle est là, l'illustration de la volonté russe de potentiellement aller à la table des négociations et de faire la paix. Et Vladimir Poutine le rappelle très bien lors de sa conférence de presse avec Loukachenko hier. Il dit que les déceptions, sans le nommer, mais les déceptions de Donald Trump sont dues à des attentes démesurées. Il dit que Donald Trump en demande trop. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il vise trop, par exemple, la volonté américaine de détacher la Fédération de Russie de la Chine. Ça, les Russes n'en veulent pas, les Chinois n'en veulent pas. Ou si, effectivement, il y a eu un changement aussi à l'intérieur de l'administration américaine sur l'Ukraine, en demandant au président Trump de ne pas trop lâcher de l'Est sur le sujet ukrainien. On sait que les Ukrainiens ont été aussi très habiles dans leurs négociations et leur influence vis-à-vis de la Maison-Blanche, en passant des deals aussi avec la Maison-Blanche. Donc effectivement, on sent une tension monter entre les deux chefs d'État, mais pour l'instant, Poutine continue de se moquer de Trump. Oui, ça, on le voit. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, cet envoi de 2 sous-marins nucléaires ? Parce que là, c'est quand même sérieux, ça rigole plus. On ne joue pas avec des armements nucléaires.
À mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que Donald Trump, toujours dans une démarche transactionnelle et commerciale, a d'abord voulu s'attaquer à la Russie à travers des droits de douane secondaires qui touchent les alliés de la Russie. Donc on peut penser à l'Inde, la Chine, le Brésil. Des pays qui achètent le pétrole, qui achètent l'uranium, qui achètent d'autres produits russes. C'est là-dessus qu'avait répliqué d'ailleurs Dimitri Medvedev. Ça avait commencé par ça. Ça avait commencé par ça, notamment l'Inde. Oui. En effet. Et du coup, on a eu d'abord ce délai de 50 jours qui est passé à 10-12 jours, donc qui va en fait finalement se finir la semaine prochaine. Donald Trump veut mettre une pression supplémentaire avec cette arme nucléaire, mais on voit bien que la Russie, Medvedev l'a même d'ailleurs dit, la Russie n'est pas Israël, la Russie n'est pas l'Iran, et donc peut-être que dans le rapport de force, Donald Trump s'attaque à plus gros que lui. On verra si dans une semaine, la Russie va plier, mais quand même il y a de peu de chances que ça se déroule comme ça, et on a eu depuis 6 mois plusieurs tentatives de cesser le feu. On voit très bien que cela n'a rien donné. Et on se rappelle que Donald Trump avait bien dit que cette guerre n'était pas la sienne, mais qu'il allait la finir en 24 heures. On est aujourd'hui à plus de 6 mois sous son mandat. Il a l'air de découvrir chaque jour que Vladimir Poutine le roule ou Vladimir Poutine le balade, mais il a quand même été en contact avec Vladimir Poutine lors de son premier mandat. Ce n'est pas un allié ou un partenaire qui est nouveau pour le président américain. Et on a bien du mal à comprendre pourquoi finalement le président n'est pas plus, comment on peut dire, offensif face au chef d'État russe. Il faut quand même voir que du côté... Offensif dans quel sens ? Dans le sens où, par exemple, quand vous regardez... Pas sous cette forme-là, en tout cas. Pas sous cette forme-là, mais quand vous regardez ce qui se passe à Washington, vous avez par exemple un projet de loi qui se prépare pour augmenter des sanctions contre la Russie. Et justement, je vous arrête, après on continue. Écoutez, le président américain, sur le volet des sanctions, là aussi... ne se fait pas trop d'illusions quand même. C'était toujours dans cette interview récente à la Maison-Blanche. Écoutez-le. Nous allons imposer des sanctions et il est plutôt doué avec elles. Il sait comment les éviter. Voilà. Et oui, il sait comment les éviter. Les sanctions, il a l'habitude. Mais du coup, tout est... Non, mais tout, du coup, oui, mais est-ce que ça fait partie d'un arsenal qui fonctionne ? Ça ne fonctionne pas non plus, les sanctions. Si, ça fonctionne. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Caroline Dominet. Le développement aurait été accéléré. On est quand même aujourd'hui à 700 drones par mois lancés par frappe, lancés sur l'Ukraine. Et ça serait beaucoup plus massif, évidemment. Ils auraient les moyens de développer beaucoup plus vite leur arsenal, même si ça se développe. Et puis, ce sont des leviers. Si on n'a pas de levier, on fait quoi ? Là, le 18e train de sanctions aurait pu être soutenu ou même être en leadership américain. Ça n'a pas été le cas pour ce train de sanctions européen qui permet quand même de donner des solutions pour ralentir les développements. Rappelez-vous aussi la mesure sur le système SWIFT interbancaire, qui est vraiment une des premières demandes des Russes dans la négociation, dans la demande vis-à-vis des Trumpistes sur le sujet ukrainien. Il faut des sanctions, il faut absolument des sanctions. Déjà, on ne peut pas laisser faire. Et deux, il n'y a plus de respect du droit international, sinon. Et puis, ce sont des leviers pour l'avenir. Donc, il faut au contraire augmenter le nombre de sanctions. Il y a un axe qui est très fort, évidemment, Chine, Russie, Corée du Nord, Iran, où tout est organisé. Aujourd'hui, les usines à drones sont en plein essor et développement avec un changement de la guerre sur le terrain ukrainien, qui est en fait un lieu, malheureusement, sûrement d'essai pour cet axe. On connaît le danger. Il y a 900 entreprises en Russie qui travaillent sur le sujet des drones. Les jeunes sont formés au lycée pour être de futurs dronistes et ingénieurs sur le sujet des drones. Avec des structures qui sont disséminées sur toute la Russie pour que ce soit beaucoup plus difficile sur le thème des frappes ukrainiennes qui pourraient intervenir. Ils ont les moyens, évidemment, les Américains, de ralentir, éventuellement même de stopper la guerre. Ils ne le souhaitent pas. Et concernant les attaques nucléaires russes, quand on voit ce qui s'est passé depuis 3 ans avec des menaces pour permettre à la Russie de se maintenir dans cette guerre, il faut bien se dire que s'ils voulaient accélérer
et pouvoir se développer sur un essor de cet empire sur d'autres pays, évidemment qu'il n'y aurait pas d'attaque nucléaire avec le soutien de la Chine. C'est pas possible. Donc n'ayons pas peur du nucléaire. Et aujourd'hui, il faut mettre la pression sur le gouvernement américain, puisque le Congrès derrière aussi ne peut continuer à valider les frappes sur les civils en Europe. Pas possible.